Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de la Tribune des décideurs en compagnie de notre partenaire, la Tribune.fr, représenté par Robert Jules, son rédacteur en chef. Bonjour Robert. Bonjour Thomas. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Philippe Ayad. Bonjour Philippe. Bonjour. On est heureux de vous retrouver Philippe. Je dis vous retrouver parce que on vous suit, on suit vos épisodes. Vous êtes un entrepreneur convaincu, militant. Un parcours en effet à 49 ans qui vous a amené des bandes polytechniques et de l'ESSEC à la création d'entreprises, au capital risque, aux citoyens engagés. Ça vous y tenait beaucoup avec votre association 100 000 entrepreneurs qui permet de promouvoir la notion d'entreprise auprès de collégiens ou de lycéens, on en reparlera. Et puis, depuis peu, romancier. Vous venez de, pas d'écrire un nouvel ouvrage, vous avez déjà écrit des ouvrages sur l'entreprise, mais une fiction. Et on va essayer de voir ce qui a motivé ce choix. On commence toujours cette tribune des décideurs par l'actualité, un petit focus sur ce qui se passe, une actualité riche et que j'imagine qui doit intéresser l'entrepreneur que vous êtes dans les télécoms avec ce rachat de SFR. Et c'est le petit pousset, Patrick Drahi, qui semble pouvoir l'emporter sur les gens plus installés comme Martin Bouygues ou Xavier Niel. Quelle est votre analyse de ce qui est en train de se passer dans les télécoms ? Je suis assez surpris de l'implication politique telle qu'elle est survenue dans ce dossier. Je comprends bien que les politiques essayent de mettre en place la meilleure mesure à la fois pour l'emploi et pour les consommateurs. Et c'est un dossier très chaud en ce sens. Donc je comprends bien l'implication des politiques de ce point de vue-là. Ensuite, influencer un choix industriel derrière avec des menaces larvées de contrôle fiscal, etc. Là, je trouve qu'on est tombé dans la caricature et c'est vraiment ce genre d'attitude qu'il faut absolument éviter. Vous pensez que ce n'est pas une bonne publicité pour les investisseurs ? C'est une mauvaise publicité pour les entrepreneurs qui n'ont qu'une envie, c'est de créer de la croissance et des projets. Pour les investisseurs qui mettent leur argent et qu'on a envie de faire venir de l'étranger pour investir en France. Donc, oui aux politiques lorsqu'il fait tout pour la sauvegarde de l'emploi et de l'intérêt du consommateur, mais il ne faut plus que ça devienne de l'idéologie politique derrière. Ouais. Et donc ça, je trouve que ça, c'est très surprenant. Ensuite, sur l'histoire de Numérocable, il ne faut pas oublier que c'est une histoire qui s'est construite sur une bonne quinzaine d'années à petits pas, même si ça s'est accéléré à la fin. Comme quoi, les belles aventures d'entrepreneurs, elles se construisent sur le long terme. Et sur le montage, avec quand même beaucoup de dettes financées par des banques qui rappellent des LBO traditionnels, ça, ce n'est pas inquiétant de revenir dans une équation où finalement la dette a la part belle par rapport à cette acquisition ? Je crois que c'est la fragilité du dossier, c'est ce très fort taux d'endettement, parce qu'on est beaucoup plus fragilisé lorsqu'il y a un retournement de marché. Ça rend d'autant plus nécessaire l'acquisition et la fidélisation des clients, ce qui voudra dire de toutes les façons une augmentation des coûts marketing pour rattraper le maximum de clients. Cela dit, c'est un projet qui tient la route puisqu'il a été décidé par Vivendi. Ils ont quand même plus de 30% du groupe au final et donc ils savent ce qu'ils font. Donc je crois qu'il faut leur faire confiance dans leur choix. Ils veulent créer de la valeur. Qu'est-ce que vous voyez comme conséquence pour le secteur, notamment Free et Bouygues ? Je crois que ça va être compliqué à long terme de garder 4 opérateurs qui vont tout faire pour acquérir le maximum de clients, baisser les prix, etc. Je crois qu'on n'est pas dans le scénario d'une structuration du marché qui fait qu'on peut remonter les marges. Donc je crois que ça va être encore très douloureux pour les opérateurs sur ce secteur. Alors vous dites que vous êtes surpris par ces ministres qui se prennent pour des membres du conseil de surveillance, des hommes et des femmes politiques que vous connaissez bien puisque vous avez beaucoup milité auprès d'eux pour les sensibiliser à la question de l'entrepreneuriat, notamment Fleur Pellerin. Vous avez travaillé à un New Deal entrepreneurial avec elle et ses équipes. On en est où ? Alors d'abord, je dois dire que Fleur Pellerin, à l'intérieur du gouvernement, est sans doute celle qui a le plus fait pour les entrepreneurs. Et on a eu cette chance-là, nous entrepreneurs, d'avoir en face de nous une ministre assez entrepreneuriale dans la réflexion et dans les faits. Donc grâce à Fleur Pellerin, on a vécu les assises de l'entrepreneuriat en 2013, auxquelles j'avais participé suite à un rapport que je lui avais remis
vers un New Deal entrepreneurial en France. Le gouvernement voulait vous confier même une responsabilité plus forte, hein, vous aviez dit non à l'époque. En fait, il en avait été question et puis les discussions se sont arrêtées parce que je m'étonnais beaucoup des orientations fiscales du gouvernement. Les 75%. Voilà, les 75% et puis le fait de faire converger la fiscalité du capital avec celle du travail. Je crois toujours que c'est une hérésie parce qu'il faut absolument que la fiscalité récompense le risque-prix et notamment le risque d'entrepreneur. Donc, suite à ces événements, ces discussions n'ont pas été à leur terme. Et alors, on en est où de ces assises? Alors, ces assises ont eu quand même un certain nombre de résultats très positifs. Premier résultat qui me concerne, comme vous le savez, c'est cette sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat. Il a été décidé 7 à 8 mesures pour créer un véritable programme de sensibilisation de ces jeunes à l'entrepreneuriat au collège, au lycée et dans l'enseignement supérieur. Donc ça suit son cours. Et aujourd'hui, dans les collèges, dans les écoles, on arrive à parler d'entrepreneuriat en ayant en face de nous des enseignants attentifs. Donc ça, c'est une première grosse avancée de ces assises. Deuxième grosse avancée, on a parlé du droit à l'échec, du droit à l'erreur. On a éliminé l'indicateur 0,40 pour les entrepreneurs qui avaient vécu une faillite. Et puis surtout, on a commencé à dire haut et fort, on a le droit d'échouer. Et les bons entrepreneurs souvent échouent une première fois, une deuxième fois. Ont des cicatrices. Ont des cicatrices pour permettre de mieux rebondir. Ça a été un deuxième effet très positif. Et puis il y a eu un certain nombre de mesures assez techniques sur l'amélioration de l'accès au financement pour les entrepreneurs, pour pouvoir faire grandir les entreprises. Et ça, c'est très positif. Qu'est-ce que vous tirez comme premier bilan, par exemple, des 2 premières années de ce gouvernement? Alors, au niveau de l'entrepreneur que je suis, je reste un peu sur ma faim. Il y a eu des choses positives telles que je viens de les décrire, notamment dues à l'action de Fleur Pellerin. Juste, je vois que vous ne faites pas de référence à Arnaud Montebourg, qui porte aussi un discours quand même très pro-industriel. Il a eu un discours très volontaire, mais ce discours a malheureusement été trop fréquemment pollué par des prises de position qui étaient tout à fait contre-productives par rapport à la fois à la vitalité entrepreneuriale et à la confiance qui doit être donnée aux entrepreneurs et aux investisseurs. Cela dit, je reste un peu sur ma faim pour tout ce qui est entrepreneuriat au niveau politique. Pour une raison très simple, c'est que le vrai problème, il est où en France? Il est plus tant dans la création d'entreprises. On crée 550 000 entreprises par an, tous les ans. Par contre, sur ces 550 000 entreprises, il n'y en a que 1000 qui vont dépasser 50 salariés. Il n'y en a que 7 000 sur 550 000 qui dépasseront 10 salariés. Et on ne produit quasiment plus de ETI de plus de 250 salariés. Le vrai problème, il est là. C'est comment on fait grandir nos entreprises. Et là, il faut s'attaquer à 2 verrous. Le verrou social et le verrou fiscal. Verrou fiscal, comment on met en place une fiscalité de combat pour inciter les business angels à apporter les premiers financements, pour inciter les entrepreneurs à mettre leur patrimoine sur la table, pour inciter les jeunes diplômés qui veulent avoir accès au capital de l'entreprise qu'ils rejoignent. Et puis le verrou social, il faut à la fois plus de souplesse pour l'employeur qui respire au rythme de ses commandes. Je vous parle des PME, je ne vous parle pas des grands groupes. Et à l'inverse, il faut que le salarié se forme, soit réemployable le jour où il aura à chercher du travail. Et donc, il y a un nouveau win-win, un nouvel équilibre entre l'employeur et son salarié à trouver. Et à la fois, tant sur le volet social que sur le volet fiscal, je trouve que le gouvernement ne prend pas ces problèmes à pleine main. Mais en matière fiscale, on attend des mesures qui vont arriver, qui devraient aller dans le sens. Oui, le problème, c'est que ces mesures devraient être décrétées au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, au plus haut sommet de l'État, on a un discours et on confie le soin de prendre les mesures à des comités ad hoc, qu'on les appelle les assises, les pactes, les comités, etc. Et là, ça s'embourbe. Ça s'embourbe. Et moi, je crois qu'en période de crise et en période d'urgence telle que nous la vivons, l'exécutif ne doit sous-traiter à quiconque la décision sur ces sujets-là. En matière de fiscalité, quelles seraient selon vous les 2-3 mesures phares qui pourraient être prises rapidement? Il faut clairement abaisser le coût de la fiscalité sur les plus-values pour ceux qui prennent des risques. Vous savez que l'un des gros enjeux dans la croissance d'une entreprise, c'est la quantité d'argent qu'elle arrivera à lever dans les 6 premiers mois ou la première année de son existence. Là, on a ce qu'on appelle un equity gap, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver l'argent. Un fossé en termes d'action. Un fossé de financement. Ouais, et donc, qui apporte ces financements? Qui est prêt à prendre des risques? Les business angels, qui apportent beaucoup
beaucoup plus que de l'argent qui apporte des conseils. Donc il faut une fiscalité de combat pour les inciter, pour inciter l'entrepreneur et surtout aussi pour faire en sorte que les salariés puissent avoir accès au capital de leurs entreprises. Un internaute demande, ne pensez-vous pas que les partenaires sociaux bloquent toutes les avancées? Est-ce qu'on est encore dans cette logique de bras de fer et de se regarder en chien de faïence? Je crois que c'est toujours très compliqué, les discussions entre partenaires sociaux. Par contre, je crois qu'ils sont tous très conscients de l'enjeu et de l'urgence. Donc, ils font certainement leurs meilleurs efforts pour que quelque chose aboutisse. Mais je constate globalement que souvent, les discussions se crispent et qui en ressort perdant à tous les coups, c'est les PME, c'est le petit patron, comme on dit. C'est parce qu'en général, il est oublié de ce genre de discussion. Et là, vous sentez une urgence, vous qui observez bien ce territoire économique français, on voit une reprise dans la zone euro, les indicateurs PMI sont plutôt, les indicateurs avancés de l'économie sont plutôt en retard en France. Est-ce que vous sentez justement ce décrochage par rapport à d'autres pays? Alors l'urgence, je la sens. Mais je mets quand même un bémol. Et c'est ce qu'on dit aux jeunes quand on va les voir dans les classes. On leur dit, il n'y a jamais eu autant d'occasions pour entreprendre. Avec les nouvelles habitudes de consommation, les nouveaux outils, l'allongement de la durée de vie, les problèmes environnementaux, il n'y a jamais eu autant d'effervescence entrepreneuriale, y compris en France. On a une capacité à former des gens très compétents, à la fois des commerciaux et des ingénieurs. Et la France est quand même un pays de liberté où on peut entreprendre, où on peut s'exprimer, on peut se soigner, etc. Donc, il ne faut quand même pas oublier que la France est déjà un pays qui est en soi un très beau pays et qui recèle des opportunités entrepreneuriales extraordinaires. Une question de TED, pardon Robert, mais qui rebondit sur 100 000 entrepreneurs, qui veut transmettre le virus de l'entrepreneuriat dans les lycées. N'est-ce pas trop tôt, demande TED? Alors moi je ne crois pas. Moi je crois que le bon moment pour commencer c'est au collège, puisque au collège, je rappelle à tête que les collégiens en troisième doivent déjà faire des premiers choix professionnels lorsqu'ils ne vont pas en filière générale. Donc ils doivent s'être déjà posé la question des filières qu'ils aimeraient embrasser. Et, ils ont un stage à faire dans une entreprise. Et donc, moi, je crois que vers la quatrième, troisième, c'est le bon moment pour rencontrer des entrepreneurs, ouvrir des horizons et connaître des secteurs d'activité. Est-ce qu'à ce moment-là, le collégien n'est pas un peu jeune pour faire de tels choix? Alors j'ajoute une autre question. Oui. C'est dans l'environnement actuel du système d'éducation nationale, qui est très décrié, est-ce que vous considérez qu'il forme bien les jeunes ou pas? Ou est-ce qu'on a cette perte de... Alors, c'est deux questions. Voilà, est-ce qu'ils sont trop jeunes? Sur la première, ils sont certainement trop jeunes. C'est pour ça qu'il faut aller les voir ensuite d'année en année. Dans l'association 100 000 entrepreneurs, on a vraiment un kit de présentation pour les collégiens, un autre pour les lycéens, un autre pour l'enseignement supérieur. Donc, il y a des messages qu'on peut dire à un jeune de 4e, 3e. Et on ne dira pas les mêmes messages ensuite à un lycéen et à l'enseignement supérieur. Donc, il faut une certaine progressivité, mais il n'est jamais trop tôt pour ouvrir les horizons. Ensuite, on s'aperçoit tous les jours que le système scolaire doit se réinventer un petit peu. Pourquoi? Parce que quand vous êtes entrepreneur, alors à l'école, qu'est-ce qui se passe? À l'école, on vous fait apprendre une leçon, ensuite on vous fait une interro, on vous pose une question, il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse et vous avez votre note. Quand vous êtes entrepreneur, vous vous apercevez qu'il n'y a pas de leçon, il faut la formaliser après coup en général, que les réponses ont toutes quelque chose de bon et quelque chose de mauvais, et qu'en général même, il n'y a pas de question, il faut l'inventer vous-même. Donc, il faut toujours conserver cette excellence scolaire, ce bagage scolaire, et il faut être bon en maths, en français, en anglais, etc. Mais en plus de ça, il faut apporter d'autres types de compétences à l'élève, la curiosité, l'initiative, le travail en groupe, porter des projets, etc. Ça vient en plus. Vous savez qu'il y a eu une polémique sur les jeunes cerveaux français, les talents qui quittaient la France pour aller à l'étranger. Jean-Marc demande, est-ce que vous conseillez aux jeunes diplômés français de partir travailler à l'étranger? Alors moi je crois que l'urgence elle est là. On parlait d'urgence tout à l'heure. L'urgence je trouve elle n'est pas tant dans le fait qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire et les autres pays croissent plus vite que nous. Je crois que l'urgence elle se déclenche à partir du moment où les entrepreneurs qui créent de la richesse se disent est-ce qu'il ne faut pas que j'aille créer mon entreprise ailleurs? Et à partir du moment où les jeunes diplômés se disent mais il ne faut pas que j'aille valoriser mon diplôme ailleurs. Si on vit ça, on est dans une situation extrêmement grave et de grande urgence. Sauf s'ils reviennent après. Alors voilà, maintenant, est-ce qu'un élève part? Est-ce que c'est grave si un élève part? Mais moi, je les encourage à partir pour connaître d'autres cultures et pour apprendre à travailler autrement. Par contre, après, moi, je voudrais qu'ils reviennent.
pour pouvoir entreprendre en France. Mais j'encourage tous les élèves qui font des études à aller découvrir d'autres cultures et d'autres façons de travailler ailleurs. Un autre internaute évoque le Japon. Au Japon, dit-il, les entreprises se sont engagées à augmenter les salaires pour soutenir l'économie. Les entrepreneurs français ne manquent-ils pas de bonne volonté ? Alors moi, je crois que non. Je vis au milieu d'entrepreneurs de PME tout le temps. L'entrepreneur, son souhait, ce n'est pas de mal payer les gens, son souhait, ce n'est pas de licencier. Il ne pense qu'à une chose, c'est avoir des commandes. Et le jour où il a des commandes, il embauche et il fait grandir ses équipes pour essayer de répondre à ces commandes. Et je trouve que c'est ça le péché originel du pacte dont on parle tant, du pacte de responsabilité, c'est qu'on laisse entendre que ça peut être du donnant-donnant. Tu me donnes de l'argent, je crée des emplois. Mais la création d'emplois ne se décrète pas. Ce qui fait la création d'emplois, c'est le carnet de commandes. Et ce qui fait le carnet de commandes, c'est qu'on laisse les entreprises grandir. Alors, parlons de votre actualité, de votre entreprise aussi, qui a un fonds d'investissement en capital risque, Serena Capital. Vous annoncez une Serena 2, c'est un deuxième fonds, 125 millions d'euros de levée. C'était facile dans ce paysage économique que l'on connaît et dans cette défiance finalement un peu vis-à-vis de la création ou en tout cas du monde de l'entreprise, de lever ces 125 millions? Alors heureusement, malgré la crise, malgré cette défiance, il y a quand même beaucoup d'argent sur le marché à investir. Donc les investisseurs cherchent quand même à créer de la valeur, il n'y a pas une rareté des fonds. C'est qui le profil des investisseurs? Parce que les zinzins, comme on dit, les investisseurs traditionnels, les compagnies d'assurance vont un peu moins vers ce genre de Alors fonds. nous, on a 2 tiers à peu près de zinzins, d'investisseurs institutionnels, et 1 tiers d'entrepreneurs, de familles qui partagent notre goût de l'entrepreneuriat. Alors ça n'a pas été très compliqué, on a eu la chance que le fonds numéro 1 se passe plutôt bien. On avait levé 100 millions il y a 5 ans sur le fonds Serena 1. Et donc la plupart des investisseurs de Serena 1 ont prolongé le bail sur Serena 2. Donc la levée de fonds s'est fait assez correctement. En termes techniques, le ROI de Serena 1, c'était quoi le taux de retour sur investissement? Nous, on réactualise ça tous les 3 mois, tous les 6 mois vis-à-vis de nos investisseurs. Je crois qu'on est en mesure aujourd'hui d'envisager des taux de retour de 10 à 15%. Donc c'est quand même assez rare sur le marché. Il y a assez peu de fonds qui arrivent à faire ça. Et c'est la raison pour laquelle on est reparti sur Serena 2, sur un fonds qu'on espère atteindre autour de 125-130 millions d'euros. Et là, vous investissez sur quel secteur? Alors, on investit sur un certain nombre de secteurs, en général des secteurs très innovants, c'est-à-dire qu'on cherche toujours le leader sur sa niche, mais ça peut être des niches de services ou de technologie ou de commerce. Et donc ce leader fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et nous on l'emmène pour faire quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on pense que c'est là où on crée la valeur, c'est quand on amène l'entrepreneur à décupler sa taille, son chiffre d'affaires et donc ses résultats. Quelques exemples de succès de Serena 1 dans votre portefeuille? Alors dans Serena, on a par exemple investi dans Melty, qui est le leader français du média pour la génération Y. Alexandre Malch, qui est venu ici il n'y a pas très longtemps. 18 millions quand même d'internautes tous les mois, donc c'est pas rien. On a investi dans Aramis, le leader français et européen de la vente en ligne de voitures, neuves et d'occasion. On a investi dans La Fourchette, qui fait des réservations de tables de restaurant pour les clients. On a investi dans SantéVet, qui est le leader français de l'assurance santé pour les chiens et les chats de compagnie. Donc vous voyez qu'on a quand même un domaine d'intervention assez large, mais toujours des sociétés en très forte croissance. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ces entrepreneurs actuellement? Ils sont plutôt motivés, ils ont un appétit démesuré, ils sont fatigués, ils sont agacés? Non, c'est quoi le sentiment? Ils pensent à leur carnet de commandes et à leur chiffre d'affaires et à leur croissance. Ils sont plutôt dans l'esprit je cherche à ce que mon aventure se déploie et ils ne se lèvent pas tous les matins en calculant leur fiche d'impôt en disant mince, les impôts ont encore monté. Ils sont vraiment dans l'élan de l'aventure et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est pour ça que ça contredit un peu la morosité ambiante. Cette morosité, d'ailleurs, vous l'expliquez comment? Parce que c'est récurrent, on dit toujours que les Français sont déprimés. Quel est votre point de vue sur... Alors moi, je la constate beaucoup chez les jeunes, puisqu'on va les voir tous les jours, les jeunes. En fait, quand un jeune écoute les informations, par exemple, qu'est-ce qu'il entend? Il entend que c'est la crise, qu'il n'aura pas de travail, qu'il n'aura pas de retraite, qu'au mieux il peut espérer un stage, que ses études ne mènent à rien, etc. Donc c'est la faute des médias un peu, d'être le relais d'une actualité morose? C'est pas la faute des médias parce que ces jeunes-là le vivent aussi dans leur famille, quand leurs parents sont au chômage. Donc c'est la réalité. La réalité, en fait, envoie des signaux très négatifs. Et pourquoi on a fait 100 000 entrepreneurs? C'est pour que des entrepreneurs qui vivent une autre réalité, la réalité de l'aventure, de l'épanouissement, aillent où se trouvent les élèves, au centre de la classe,
pour leur dire en face à face, oui, la vie est dure, oui, tous ces messages ont trait à une certaine réalité, mais nous, on va vous dire ce qu'on vit tous les jours et vous allez voir qu'on peut changer sa vision de l'avenir. Et c'est pour ça que donc, là, je comprends la morosité, mais je comprends aussi comment on peut lutter contre la morosité. Alors c'est intéressant cette question de la morosité de la jeunesse, parce qu'il y a eu des jeunesses plus malheureuses que la jeunesse actuelle, notamment pendant la guerre, et ça nous amène à votre ouvrage Momo Léal, votre premier en fait roman. Vous avez déjà écrit d'autres ouvrages, mais Momo Léal aux éditions Une jeune maison à la réédition. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui doit se débrouiller tout seul pendant la guerre. Là, on pouvait dire qu'il y avait des raisons de déprimer, et pourtant, c'est des messages d'espoir. Oui, exactement. Moi, j'ai mis ce Momo, qui est un personnage de fiction, je l'ai mis avec sa petite sœur de 11 ans, lui à 14 ans, caché dans une chambre de service aux Halles pendant le Paris occupé, donc en pleine hostilité. Ses parents viennent d'être raflés et il est livré à lui-même, il n'a pas d'argent, comment s'en sortir? Et il fait tous les métiers au cœur des Halles, donc c'est le temple de la débrouillardise, surtout en période de rationnement. Il fait tous les métiers, mais j'ai voulu poser 2 questions. La première, c'est comment on peut trouver en soi les ressources pour s'en sortir, alors que rien ne vous offre d'issue. Et la deuxième question, c'est comment peut-on garder la force d'espérer face à cette brutalité du monde? Et finalement, ces 2 questions qui sont actuelles finalement. Sont actuelles, m'animent en tant qu'entrepreneur, m'animent en tant que fondateur de l'association 100 000 entrepreneurs et m'ont animé pour écrire cette histoire. Mais c'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes plutôt un homme d'action, engagé soit dans des associations, soit dans un fonds, soit dans la création d'entreprises. Comment est-ce que tout d'un coup on se dit je vais prendre le temps d'écrire, parce que c'est du boulot, il faut trouver les heures, puis avoir l'envie de se mettre sur le métier, un tel ouvrage. Comment est-ce qu'on trouve ça et pourquoi ça vient d'où cette envie en fait? Alors l'envie d'écrire, c'est un peu l'envie de transmettre aussi. Cette envie de transmettre, je l'ai toujours eue dans mes différentes activités. Et puis j'ai commencé à écrire un essai, puis 2, puis 3, et j'ai pris ce virus de l'écriture et à un moment je dis j'ai envie de raconter une histoire. Alors ensuite, comment on s'organise? Parce que je reste aussi un entrepreneur, un homme d'action. Donc j'ai essayé plein de formules, plein d'organisations différentes et finalement je me dis, je me lève très tôt, je commence au petit matin ma journée par écrire. À quelle heure? 2-3 heures. Ça varie, 5 heures, 6 heures, 7 heures, mais jamais un jour sans une ligne. Je commence à écrire 2-3 heures, quoi qu'il arrive, et ensuite je commence ma journée de travail, je commence ma deuxième vie, ma vie d'entrepreneur. Et c'était ça l'idée, c'était de faire passer le message sous une autre forme, toujours le même message au final. Il faut être optimiste, il faut être entreprenant, il faut être inventif. Mais c'était pour le raconter d'une autre façon, plutôt que d'aller au contact des élèves, plutôt que d'être prof. Voilà, c'est une autre façon de toucher cette cible. Je m'aperçois que Momo Léal, même si je ne l'ai pas forcément formalisé, parce qu'à partir du moment où vous écrivez une fiction, un roman, les personnages vous entraînent et vous les suivez derrière. Donc on ne formalise pas tout. Mais au bout du compte, ça reste l'histoire d'un gosse qui essaye de prendre sa vie en main. Alors je mets juste un bémol par rapport à la période. Prendre sa vie en main, ça règle beaucoup de choses. Ça fait vivre beaucoup de choses, mais dans cette période terrible, il fallait aussi avoir beaucoup de chance. Et malheureusement, être entrepreneur ne suffit pas toujours. Alors, on ne dit pas comment ça va se terminer, il arrive plein de choses à ce Momo Léal, mais en tout cas, il essaie de s'en sortir et de prendre sa vie en main. Alors là, évidemment, dans ce cas-là, c'est vital, mais si on vous suit bien, vous défendez quand même l'entreprise comme une philosophie de la vie. Or, pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, que leur dites-vous? Oui, exactement. Je crois qu'entreprendre quelque part, c'est porter un projet et donc donner un sens à sa vie et essayer de créer son avenir selon ses goûts, ses envies, ses talents, ses passions. Mais tout le monde n'est pas fait pour créer son entreprise. Mais tout le monde peut avoir l'ambition de porter un projet qui lui ressemble. Vous pouvez porter ce projet dans une association, vous pouvez écrire un livre ou faire un film, vous pouvez être intrapreneur, c'est-à-dire porter le projet dans l'entreprise d'un autre, même dans un grand groupe, même dans la fonction publique. Dans mon vocabulaire, être entrepreneur, c'est je pars de mes envies, de mes talents, je construis le projet, je le porte, quelle que soit la structure dans laquelle il s'exprime. Et je crois que tout le monde peut avoir l'ambition de porter un projet né de ses envies. Pourquoi avoir situé cette fiction dans le contexte de la Seconde Guerre plutôt que dans un contexte contemporain actuel? On aurait pu imaginer Momo du 93 qui raconte peut-être aussi un peu la même aventure entrepreneuriale pour s'en sortir. Alors déjà, cette période, c'est une période très questionnante, à la fois pour les gens de ma génération, pour les parents, pour les grands-parents. Et puis je trouve que dans cette période-là se posent vraiment des questions brûlantes
comment je trouve les moyens de m'en sortir face à l'adversité, comment je conserve, je garde des raisons d'espérer face à cette brutalité du monde. Et je trouve que ces questions résonnent particulièrement dans cette période-là. Ensuite, pourquoi je l'ai installé dans les Halles de Paris, l'ancienne Halle de Paris qui n'existe plus aujourd'hui? C'est parce que les Halles, c'est du commerce, c'est du négoce, c'est de la débrouillardise, d'autant plus en période de pénurie et de rationnement. Et là, c'était le terrain de jeu d'un gosse débrouillard s'il avait envie de s'en sortir. C'est la base finalement de la création d'entreprise, hein. C'est ce côté un peu commerçant, savoir acheter, vendre, se débrouiller. C'est ça la clé, si on devait retenir un des talents pour être entrepreneur? Alors, Momo en a peut-être deux. La première, c'est de savoir acheter pour revendre. La deuxième, c'est qu'il fait beaucoup de rencontres et il fédère autour de lui, il a une capacité d'entraînement pour fédérer autour de lui des gens très différents. Et c'est peut-être ça, le charisme et cet instinct de vente qui fait peut-être un entrepreneur. C'est une question de l'ENA d'ailleurs. Quelle qualité doit avoir un entrepreneur? Bon, vous venez d'y répondre en partie. Est-ce qu'on sait par exemple si son enfant, si on a 2-3 enfants, il y en a un qui sera entrepreneur, l'autre pas, et comment est-ce qu'on encourage finalement ces talents, même si en effet on ne crée pas sa boîte à la fin, mais de liberté de création d'entreprise? Moi, je remarque, moi j'ai 3 enfants, je remarque que des envies d'entrepreneur, elles finissent toujours par se manifester un jour ou l'autre. Ça peut être organiser un tournoi de ping-pong dans son collège, ça peut être vendre de la citronnade dans la rue pour se payer son skateboard, etc. Donc il y a toujours un moment dans sa vie, dans sa jeunesse, dans son histoire, où on a émis des signes qui font penser qu'on a envie de se prendre en main, de prendre sa vie en main et d'entreprendre. Mais pour poser cette question autrement, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur, entrepreneuse? Tout le monde n'a pas envie ou n'a pas les capacités de prendre le risque ou de porter son entreprise, de mettre de l'argent dedans, de le développer, de faire une multinationale. Par contre, je crois que tout le monde doit avoir cette ambition de réfléchir à ses envies et de constituer son projet professionnel à partir de ses envies. Et ça, c'est le grand enjeu du cursus scolaire aujourd'hui, de l'école aujourd'hui. C'est comment je mets l'élève, le collégien, le lycéen face à ses envies, comment je l'aide à construire son projet. Mais enfin, je reviens sur cette histoire d'entrepreneur, mais la manière dont vous le définissez, vous avez l'air de mettre la partie, j'allais dire, collective. C'est-à-dire un entrepreneur va impulser quelque chose, mais après c'est quand même une équipe, un projet, c'est un collectif qui peut mener ça. Bon, ce sont souvent les équipes qui réussissent. Vous avez plusieurs types d'entrepreneurs. Vous avez l'auto ou le micro-entrepreneur qui envisage la création d'entreprise comme juste le fait d'exercer son métier. Et ceux-là ne grandiront pas en termes d'effectifs. Et puis vous avez les entrepreneurs de croissance, ceux dont on manque tant, puisqu'on n'a que 4500 ETI en France contre 8500 en Angleterre et 11 500 en Allemagne. Donc on manque de ces entrepreneurs de croissance. Ces gens-là ne peuvent pas réussir sans leur équipe. Et c'est la raison pour laquelle je disais, il faudrait sans doute au niveau politique reconsidérer ce lien entre l'entrepreneur et ses salariés parce que c'est finalement un travail d'équipe. Et ça ne doit pas être un blocage constant. Aujourd'hui, si vous faisiez vos études, vous feriez toujours Polytechnique? Oui, parce que d'abord, vous savez, là aussi on formalise après coup, mais vous êtes en terminale, si vous n'êtes pas mauvais en maths, vous allez en maths sup, et en maths sup, maths spé, vous avez ce que vous avez appris, etc. Mais je dois dire quand même que moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment une certaine rigueur dans l'analyse, et ça, je m'en sers tous les jours. Bonne formation. Une formation, oui. Alors, une dernière question d'actualité. Entrepreneur, ça s'écrit aussi avec un E. Je disais entrepreneuse, c'est un néologisme un peu barbare, pas très joli. Entrepreneureux, vous avez une actualité avec 100 000 entrepreneurs. Oui, 100 000 entrepreneurs, absolument, parce qu'on en avait un peu assez chez 100 000 entrepreneurs d'entendre dans la bouche des enfants que les entrepreneurs, ils avaient forcément une cravate. Et nous, on leur dit, mais non, vous avez des femmes qui entreprennent et qui sont de merveilleuses entrepreneurs. Et on s'est aperçu d'ailleurs que cette ambition entrepreneuriale souvent intéressait beaucoup les jeunes filles sur les bancs d'école qui voyaient ça vraiment comme un moyen d'émancipation et d'épanouissement. Et donc on a monté avec Fédération Pionnière, avec l'APCE, avec France Active, on a monté une opération qui s'appelle la semaine entrepreneur féminin où on a mobilisé 250 entrepreneuses qui vont à la rencontre de 5000 élèves partout en France pour dire voilà, je suis une femme, c'est mon bonheur d'entreprendre, je viens vous raconter ce que je fais. Et ça aura lieu donc de quand à quand? Ça commence aujourd'hui. J'ai rendez-vous à 15 h avec Geneviève Fioraso et Najat Vallaud-Belkacem. On lance ça à l'université Pierre et Marie Curie. On fait un forum devant une centaine d'étudiants avec des entrepreneuses et ça dure tout au long de la semaine. Et bien voilà, donc bon vent à tous ceux qui souhaitent entreprendre. Merci Philippe de votre visite. Merci Robert pour
cette fidélité à ce rendez-vous et également la vôtre, ainsi que toutes vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. On parlera d'un autre sujet, la logistique avec le patron de FedEx.